Le président du Faso séjourne depuis hier à Bruxelles en Belgique où il prend part à la 3e édition de la Semaine de l'Afrique. L'événement est organisé par le groupe des socialistes et démocrates. Cet après-midi, au Parlement européen, Roch-Marc Christian Kaboré a prononcé un discours. Vous en aurez la teneur dès le début de ce journal. Ici, au Burkina Faso, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme passe à une vitesse supérieure concernant le dossier des parcelles non mises en valeur à la zone d'activité commerciale et administrative de Ouagadougou. Après une période d'avertissement, une équipe est sur le terrain pour statuer sur le retrait ou non des parcelles non exploitées. Les enjeux de cette opération à suivre dans ce journal. Et puis au Cameroun, 78 élèves enlevés à Bamenda ont été libérés. Le ministre camerounais de la communication qui fait l'annonce n'a pas précisé les conditions dans lesquelles cette libération a été obtenue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, le président du Faso s'est exprimé aujourd'hui devant les députés européens à Bruxelles. Le discours de Roch-Marc Christian Kaboré a porté sur les questions migratoires. La migration est justement le sujet au centre de la 3e édition de la Semaine de l'Afrique organisée par le groupe des socialistes et démocrates. Le point de nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Ruth Bini Ouattara. C'est en tant qu'invité d'honneur et premier président invité à la Semaine africaine que le chef de l'État fait son entrée au Parlement européen. La vitalité démocratique au Burkina s'inscrit comme la motivation principale du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au choix du Burkina. Sur le thème des migrations, le président du Faso souligne l'impératif d'en comprendre les causes avant toute recherche de solutions. Loin de jeter l'anathème sur les candidats à la migration, Roch-Marc Christian Kaboré relève la responsabilité des gouvernants dans la répartition équitable des richesses et la nécessité de sédentarisation des populations ainsi que le respect de la dignité humaine. Au risque de leur vie, ces migrants deviennent des proies faciles aux marchands d'illusions et aux trafiquants qui les jettent dans des situations de détresse, de fragilité et d'exploitation. Nos États ne peuvent pas continuer à rester indifférents à cette tragédie de l'immigration clandestine. Notre conscience est interpellée pour y trouver des solutions viables et durables. Au dire de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique sécuritaire, la gestion des flux migratoires ne doit pas diviser l'Afrique et l'Europe, mais plutôt amener à faire face à un défi commun. Le président du Faso se prête ensuite aux questions de jeunes socialistes européens et de la diaspora africaine. Le groupe des socialistes et démocrates, deuxième force politique au Parlement européen et comptant 190 députés, est fortement engagé dans la promotion de la justice sociale. Son président rassure toute l'Afrique à travers Roch-Marc Christian Kaboré. Le groupe veille à ce qu'aucune initiative unilatérale ne soit prise par des pays européens. Et puis après sa prestation au Parlement européen, Roch-Marc Christian Kaboré s'est entretenu avec le commissaire européen à la coopération internationale et au développement, Neven Mimica. Ils ont ensuite procédé à la signature de 2 conventions. L'Union européenne annonce par ailleurs que son engagement de 100 millions d'euros en soutien au G5 Sahel sera bientôt disponible. Revenons sur le séjour du président du Faso à Oslo, en Norvège. Avec ce chiffre, plus d'1 milliard de francs CFA. C'est le montant total des fonds collectés à la Réunion sur le mécanisme de financement mondial. Et cette somme servira à soutenir les pays défavorisés dans le domaine de la santé et de la sécurité alimentaire. Et pour cette initiative, le Burkina Faso a contribué à hauteur d'1 million de dollars. Voilà, le séjour du président du Faso à Oslo s'est refermé par des échanges avec la responsable de la fondation Bill et Melinda Gates et avec le premier ministre norvégien. Au menu de ces entretiens, le renforcement de la coopération et la lutte contre le terrorisme. On fait le point avec Moussa Ouedraogo et Ruth Bini Ouattara. Sitôt la promesse faite de contribuer à 1 million de dollars au mécanisme de financement mondial, la matérialisation fait suite à travers la signature de convention entre le ministre des Affaires étrangères et Mme Annette Dixon, vice-présidente chargée du développement humain de la Banque mondiale.
Aux côtés des autres co-organisateurs, le président du Faso anime une conférence de presse bilan sur les engagements des participants. Dans la série d'entrevues, c'est d'abord avec la fondation Bill et Melinda Gates qu'il est question de renforcement de la coopération. Le Burkina Faso souhaitant être un partenaire privilégié de cette fondation. Nous intervenons au Burkina Faso dans plusieurs domaines tels que la planification familiale, l'agriculture, la nutrition. Et notre visite aujourd'hui, c'est pour examiner les voies et moyens de renforcer notre partenariat. Avec le Premier ministre de la Norvège, la consolidation des relations entre les deux États est à l'ordre du jour avec en toile de fond l'appui de la Norvège dans la lutte contre le terrorisme. Ce à quoi Erna Solberg a marqué la disponibilité de son pays. Le président a invité Madame le Premier ministre de Norvège à soutenir le G5 Sahel pour que cette sécurisation des frontières soit faite. Le deuxième côté est que la Norvège est vraiment à l'avance en matière de formation technique et professionnelle, en matière de formation académique. Le président a invité l'agent de développement de la Norvège qui s'appelle NORAD à effectuer une visite au Burkina, discuter avec l'ensemble des sectoriels pour voir quel champ de coopération pourrait être développé avec la Norvège. Le dernier acte du séjour est marqué par la visite du chef de l'État au ministère de la Défense. Retour au Burkina Faso pour les autres points de l'actualité. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat passe à une vitesse supérieure dans le dossier des parcelles de la ZACA. Les parcelles non encore mises en valeur seront attribuées à nouveau et un comité est mis en place pour examiner et suivre le dossier. On dénombre actuellement près de 200 parcelles non en règle à la zone d'activité commerciale et administrative de Ouagadougou. Jean-Eudes Bayala et Adama Koulibaly. Sitôt installés, les 6 membres du comité d'examen et de validation des dossiers des souscripteurs de parcelles de la ZACA, la zone d'activité commerciale et administrative non mise en valeur, non soldée ou ne respectant pas les cahiers de charges, sont sur le terrain. Ils ont pour tâche de statuer sur l'état de mise en œuvre des projets des différents promoteurs conformément aux règles édictées. Les prescriptions du cahier de charges, on en a beaucoup. Mais les points forts, nous pouvons citer par exemple le recul de 5 mètres de servitude à respecter, la hauteur sous plafond au rez-de-chaussée, le minimum c'est 4 ans. Et en plus de ça, il faut des rampes pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. Oui. L'homme d'étage aussi, le minimum demandé c'est R+3. Le comité dispose d'1 mois pour déposer son rapport et sur la base de ce rapport, des décisions seront prises de concert avec tous les acteurs impliqués. Nous allons prendre les décisions fortes en respectant les règles de droit de notre pays. Il y a eu des attributions, les uns et les autres se sont engagés à respecter le cahier de charges. Il est inadmissible de se retrouver aujourd'hui dans une situation où certaines parcelles sont des dépotoirs à ciel ouvert. Ça pose des problèmes de sécurité. Ceux qui se sont engagés à investir, nous les accompagnerons. Mais ceux qui n'ont pas les moyens d'investir à ce stade-là, nous allons récupérer les parcelles en respectant les règles de droit et les réattribuer à des investisseurs potentiels. En rappel, seulement 69 parcelles sont conformes, c'est-à-dire mises en valeur et respectant les cahiers de charges sur les 310 qui comptent la ZACA. À ce jour, 169 parcelles restent encore non mises en valeur. Et qu'en est-il de la situation des bâtiments et autres espaces appartenant à l'État burkinabé? Nous parlons autrement du patrimoine immobilier de l'État qui a fait l'objet d'une enquête sur le terrain. Les résultats de cette enquête sont examinés au cours d'une rencontre qui se tient à Ouagadougou. L'ambition, c'est de parvenir à une meilleure sécurisation du patrimoine immobilier de l'État. Urbain Benito Soumé et Maxime Zongo. Ils sont très nombreux, les bâtiments administratifs, les réserves et bien d'autres patrimoines immobiliers dont l'état des lieux est mal maîtrisé. Une situation naturellement très préjudiciable au trésor public. Et c'est pour pallier cette insuffisance qu'un recensement qui a commencé par la ville de Ouagadougou a été engagé.
Des résultats partiels soumis ici à l'appréciation des experts. Le travail produit permettra à l'administration de connaître son patrimoine. Et comme nous avons fait une base de données géoréférencée, ça permettra aussi de nous affranchir des adressages des rues, des difficultés de localisation du patrimoine. Les informations, in fine, seront reversées dans les comptes du Trésor pour aboutir à ce que nous appelons la comptabilité patrimoniale de l'État. Ce serait là une avancée significative dans la tenue de la comptabilité générale du Burkina. Tenez, pour la seule ville de Ouagadougou, l'enquête révèle plus de 1000 réserves administratives en situation irrégulière. L'ambition affichée à travers ce processus, sécuriser entièrement tout le patrimoine immobilier de l'État à partir de données informatisées. Après Ouagadougou, l'opération s'étendra progressivement aux autres localités du pays. Dans l'actualité également, le procès du putsch de 2015 s'est poursuivi aujourd'hui avec à la barre toujours le commandant Abdoulaziz Korogo. Les avocats de l'accusé analysent les faits et gestes du chef de corps du RSP entre le 16 septembre et le 1er octobre 2015. Le but étant de tirer des éléments à décharge de leurs clients. On en sait plus avec Zoubavier David Dabiri. Déluge de questions ce matin sur le commandant Abdoulaziz Korogo. Les avocats de ses co-accusés tentent d'extirper leurs clients des griffes de l'accusation par le biais de son témoignage ou encore de jeter le discrédit sur sa déposition quand il traite certains de ses subordonnés d'indisciplinés. Dès l'entame de ce troisième jour de l'interrogatoire du commandant, Maître Bertin Kienou, l'avocat du major Éloi Badiel, dénonce l'attitude du commandant Korogo qu'il qualifie d'équivoque et qui a pu influencer négativement sur les comportements de ses subordonnés. Si le commandant dit du général Gilbert Djendjiré qu'il est le père spirituel du RSP, un homme dont l'influence sur la troupe est indiscutable, pouvait-on s'opposer à lui? Si le commandant n'a pas pu s'opposer au général dès l'annonce du putsch, qui aurait pu le faire? S'interroge l'auxiliaire de justice qui invite le tribunal à tenir compte d'un fait. Les soldats et sous-officiers n'ont jamais été consultés sur cette affaire de coup d'État. Ils y ont été embarqués, ajoute l'avocat. Des propos confirmés par le commandant Abdoulaziz Korogo qui reconnaît tout de même l'existence d'éléments incontrôlés dans les rangs qui abusaient d'un moyen roulant du corps et farouchement opposés au processus de désarmement. Ils auraient pour nom le sergent-chef Roger Koussoubé alias le Touareg, les sergents Ali Sanou, Poda Olo Stanislas et Zerbo Mohamed Laoko. Il n'en fallait pas plus pour sortir maître Idriss Abadini, l'avocat de Zerbo Mohamed Laoko, de son silence. Et selon l'avocat, il faut contextualiser les faits en vue de mieux les comprendre. Dans un contexte aussi grave, il est normal que son client cherche à savoir pourquoi les armes sortaient. Cela n'a rien à voir avec une quelconque indiscipline, précise l'auxiliaire de justice. À cette observation, l'assistance éclate de rire. L'accusé rétorque, la contextualisation ne justifie pas l'anarchie. Si on n'est pas au courant d'une information, on se réfère à son supérieur hiérarchique. Maître Alexandre Sanouidi, l'avocat de Roger Koussoubé alias le Touareg, dans la même veine, dresse un portrait peu flatteur du commandant Korogo en ces termes, je cite, « S'il y a des éléments incontrôlés, c'est que vous n'étiez pas à la hauteur. C'est un échec total pour le chef de corps de n'avoir pas pu discipliner ses hommes et de venir les charger à la barre. » Avant d'ajouter, la réaction du chef de corps qui demande au général Gilbert Djendjiré s'il n'a pas le soutien de l'armée a pu déteindre sur la troupe. Ce que l'on peut retenir à décharge pour le commandant Korogo doit l'être davantage pour ses subordonnés, conclut l'auxiliaire de justice. Le commandant reste sur sa position. Son avocat, Ouelid Dieudonné, s'offusque qu'à défaut de profiter de la déposition du commandant pour se décharger, certains accusés le chargent sans preuve. Le parquet militaire sur la question ironise en ces termes, le box des avocats de la défense est divisé. Certains tirent à vue sur vous. Et c'est pour cela que nous vous avons demandé, mon commandant, d'éviter la guerre des tranchées en disant toute la vérité, même si elle n'arrange pas certains. Sur les infractions de meurtre et de coups et blessures reprochées au commandant Korogo, le parquet militaire se veut ferme. Si vous êtes retenu coupable d'attentat à la sûreté de l'État, vous serez également responsable de ces infractions. Et pour le parquet,
Il y a des indices qui montrent que le commandant a pris une part dans la consommation du coup d'État. Les avocats des partis civils qui soupçonnent le commandant Korogo de rétention d'informations dans cette affaire promettent opiner sur la question ce vendredi à partir de 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Nous parlons à présent d'accès à l'eau et à l'assainissement. C'est un droit, mais il faut une approche pour que ce droit soit une réalité. Les acteurs du ministère en charge de l'eau améliorent leurs connaissances sur cette approche dans le but d'apporter un changement dans leur travail de redevabilité. L'atelier de 3 jours a débuté hier à Ouagadougou. Jean-Eudes Bayala, Estelle Judith Assorba. L'eau est un besoin vital, mais souvent non disponible dans certaines contrées. Malgré la disponibilité des ouvrages, le liquide se fait toujours rare. Pour améliorer la situation de l'accès aux services d'eau et d'assainissement, la mission Faso Eau estime qu'il faut prendre en compte d'autres aspects. Au-delà des ouvrages, il y a un certain nombre d'aspects liés à l'accessibilité, liés au coût de l'eau, lié à la qualité de l'eau, lié également à l'acceptabilité pour certaines populations dans certaines contrées par rapport aux dispositifs d'accès qu'on peut mettre en place. Et tout cela nous a amené à comprendre qu'il faut travailler sur les services, travailler pour que le service soit durable, pour qu'il n'y ait pas d'inéquité, qu'il n'y ait pas de discrimination lorsqu'on veut donner de l'eau potable aux populations. C'est ce à quoi elle s'attelle en renforçant les capacités des cadres du ministère concernés par la question sur l'approche fondée sur les droits humains à l'eau et à l'assainissement. Les responsables de ces services-là et les agents, les cadres sont réunis ici pendant 3 jours pour pouvoir s'approprier un certain nombre d'informations révélées par les études qui ont été menées et discuter en fait des situations qui révèlent les violations qui existent et quelles sont les possibilités que les cadres du ministère de l'eau et de l'assainissement ont pour améliorer cette situation. L'objectif est d'assurer une gestion durable des ressources en eau au Burkina Faso. Et parlant du droit d'accès à l'eau et des autres droits humains, le Burkina Faso a été félicité lors de l'examen périodique universel en mai dernier à Genève. Malgré les progrès réalisés, le Burkina Faso a reçu plus de 180 recommandations pour mieux assurer le respect des droits humains. Les acteurs chargés de la mise en œuvre de ces recommandations se sont retrouvés hier à Tinkodogo pour définir un plan d'action. Amadou Ilboudo et Draman Guinée. Ils ont 4 ans et demi pour mettre en œuvre les recommandations de l'examen périodique universel sur les droits humains. En mai dernier, en Suisse, au passage du Burkina à cet examen, 204 recommandations sont adressées au pays, dont 184 acceptées. Alors, pas de temps à perdre, les acteurs de la mise en œuvre de ces recommandations se mettent au travail. Ici, à Tinkodogo, les différents acteurs prennent d'abord connaissance de ces 184 recommandations faites au Burkina. La violence basée sur les genres, notamment la violence donc faite à la femme et aux jeunes filles. Il a été demandé au Burkina Faso d'améliorer l'accès à des soins de qualité, à des services de qualité, et également d'améliorer donc l'accès à une éducation donc de qualité pour tous. Le Burkina sera évalué sur la base du respect de ces 184 recommandations. Mais déjà, beaucoup d'entre elles sont satisfaites, comme l'abolition de la peine de mort, l'éducation et la santé pour tous. 92% des recommandations du deuxième cycle ont été mises en œuvre. Alors donc, cette fois-ci, nous voulons faire mieux que les 92%, peut-être atteindre les 100%. Et c'est pourquoi nous avons commencé déjà à élaborer ce plan d'action qui fera l'objet donc de larges concertations avec l'ensemble des acteurs. À Tinkodogo, après la phase de diffusion de ces 184 recommandations de l'examen périodique universel, c'est celle de la rédaction du plan stratégique pour leur mise en œuvre.
Autre point de l'actualité, c'en est fini pour le colloque national sur le rôle de la culture dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. La rencontre s'est achevée hier mardi à Dori avec à la clé plusieurs recommandations. Au nombre de ces recommandations, l'exploitation judicieuse des réseaux sociaux pour promouvoir les valeurs culturelles et barrer la route à l'extrémisme violent. Bouré Makane et Seydouzo. Après 2 jours d'échanges et de partage d'expériences sur le rôle de la culture dans la prévention, la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion de la cohésion sociale au Burkina Faso, les participants à ce colloque de Dori ont formulé plusieurs recommandations. Le colloque a clairement indiqué que les réseaux sociaux doivent être un outil que nous devons utiliser pour éduquer, pour enseigner nos valeurs culturelles fondamentale à la jeunesse. Le deuxième élément important qui ressort, c'est que les médias, de façon générale, doivent être au service de la valorisation des valeurs positives de notre patrimoine culturel qui prépare les individus à faire face à des défis comme l'extrémisme violent. À ce colloque, il ressort que la réponse culturelle à l'extrémisme violent va être une réponse structurelle. Ceux qui nous ont enseigné, nous ont appris qu'il faut préparer la guerre pour avoir la paix. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que nous, Africains, je pense qu'il faut préparer la paix pour avoir la paix. Et c'est là le rôle de la culture. C'est une méthode douce de combat. Il est vrai, longue, mais si nous l'avions depuis intégrée, je pense que nous ne connaîtrions pas ce problème-là. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a félicité les participants pour la qualité des réflexions menées. Il s'engage donc à mettre en œuvre les recommandations et la feuille de route du présent colloque sur le rôle de la culture dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Prendre la parole en public et s'exprimer avec aisance, un exercice pas toujours facile pour de nombreuses femmes, quel que soit leur niveau de responsabilité. Et pour inverser cette tendance chez les femmes parlementaires, celles-ci se forment sur les techniques de communication en public. L'objectif principal de cette formation qui se tient à Ouagadougou est de les amener à mieux défendre leurs idées à l'hémicycle. Paul David Bambara, Estelle Judith Assorba. Elles sont 17 femmes parlementaires sur les 127 députés au sein de l'hémicycle burkinabé. Elles sont depuis ce 7 novembre à l'école du leadership féminin et la prise de parole en public. Un peu de théorie mais surtout beaucoup de pratique. Il faut s'entraîner. On a plus ou moins de talent, mais quelque part il faut vraiment s'entraîner pour arriver à améliorer. Un exercice qui devrait permettre à ces femmes parlementaires de disposer d'outils adéquats pour déjouer les pièges de la vie politique en affirmant leur propre style de leadership. Et ces séminaires pourraient nous renforcer dans notre position, nous donner plus d'armes pour affronter les défis qui se posent à la femme et des défis qui sont énormes. Et vous le savez, les femmes, nous sommes souvent très timides. Nous n'osons pas donner notre position quand il s'agit de prendre des décisions. Et nous pensons que si cette formation nous donne des armes pour que nous puissions voir comment nous pouvons être de bons leaders, il serait à notre tour d'encourager les autres femmes, sinon de les encadrer à s'annoncer sur la scène politique, à être des vrais leaders et à oser prendre la parole en public. Le présent séminaire va se tenir 2 jours durant et les femmes parlementaires devraient saisir cette belle opportunité, dira la représentante du président de l'Assemblée nationale, pour renforcer leurs connaissances techniques et pratiques en vue d'améliorer leur prise de parole en public. Chez les éditeurs de presse en langue nationale, l'heure est à la révision des techniques rédactionnelles. Un atelier de recyclage est organisé à leur intention pour plus d'efficacité dans leur production journalistique. L'initiative est soutenue par le ministère en charge de la communication qui s'engage à appuyer davantage les journaux en langue nationale. Roger Kam et Vincent Tchendrebego. Les éditeurs de presse en langue nationale cherchent à occuper une place de choix dans le paysage médiatique du Burkina.
Organisés en association depuis une vingtaine d'années, ils sont ici réunis pour un atelier de formation, question de reconquérir le lectorat. On a fait pas mal de formations, mais ce n'est jamais suffisant. En matière de transcription, en matière de maîtrise des techniques et collecte et traitement de l'information. Et chaque jour, il y a des nouvelles connaissances. Il faut toujours renforcer la capacité de nos membres. Et ça, c'est une stratégie sur laquelle nous nous appuyons vraiment pour dynamiser, pour donner envie et que le lectorat lise nos journaux en langue nationale. Cette formation a eu le soutien du département de la communication à travers le fonds d'appui à la presse privée. Et d'autres soutiens devraient suivre. Il y en a qui ferment faute de moyens, il y en a qui sont en léthargie faute de moyens. Donc le ministère a pris la mesure de la chose et le ministre a promis qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour permettre à ces journaux en langue nationale de continuer de paraître. De quoi conforter l'association des éditeurs de presse en langue nationale dans leur conquête du lectorat national. Dans l'actualité également, une stratégie nationale de développement du secteur postal et de son plan d'action est en cours de validation à Ouagadougou. L'atelier organisé à cet effet regroupe des acteurs publics et privés intervenant dans le domaine de la poste. Ils vont examiner et valider 2 documents qui permettront de promouvoir le secteur postal au Burkina Faso. Des précisions avec Nongba Kouda et Kadi Sanogo. La Poste joue un rôle important dans le développement du commerce électronique par la livraison des millions de colis tous les jours à travers le monde. C'est fort de ce constat que le gouvernement, à travers le PNDS, s'est fixé des défis dans le domaine des postes. Dans la même dynamique, le département en charge de l'économie numérique et des postes a élaboré une stratégie nationale de développement du secteur postal. Cet atelier de validation, qui réunit tous les acteurs publics et privés du secteur de la poste, a pour objectif de promouvoir un secteur postal compétitif au Burkina. 2017, c'est 25 milliards de chiffre d'affaires et c'est un secteur où on dénomme plus de 2000 emplois directs et déclarés et 8 milliards de salaires payés en 2017 et 7 milliards de contributions fiscales. Donc c'est un secteur stratégique important, pourvoyeur d'emplois, qui malheureusement n'avait pas depuis 2010 un référentiel de développement. Et avec le PNDS, le gouvernement a jugé nécessaire de doter le secteur d'un référentiel qui va être un outil de pilotage pour le gouvernement, mais un outil exploitable par les potentiels investisseurs dans le secteur et aussi un outil qui permet vraiment aux acteurs postaux de proposer des services de qualité à sa clientèle. Les participants ont une journée pour partager la vision de cette stratégie nationale qui est le premier document fédérateur des actions de l'ensemble des acteurs du secteur postal. À l'étranger, au Cameroun, 78 élèves enlevés à Bamenda ont été libérés. Le ministre camerounais de la communication qui fait l'annonce n'a pas précisé les conditions dans lesquelles cette libération a été obtenue. Ces enfants avaient été enlevés le 5 novembre dernier avec 3 de leurs encadreurs. C'est un incommensurable poids en moins pour ces parents camerounais. Leurs fils ont été retrouvés et libérés 2 jours après leur disparition. Ils étaient 78, un professeur est resté entre les mains des kidnappeurs, un autre homme, chauffeur des élèves, a été libéré. L'église presbytérienne du Cameroun et les autorités ont précisé ce matin que cet enlèvement de masse avait été précédé d'un autre de moindre importance perpétré le 31 octobre. Ces kidnappings distincts avaient eu lieu dans une école protestante, la Presbyterian Secondary School de Bamenda, dans la région anglophone du nord-ouest du pays. Dans une vidéo obtenue par l'agence France Presse, 11 garçons d'une quinzaine d'années étaient apparus hier déclarant leur identité et indiquant avoir été enlevés par les Amba Boys, les séparatistes anglophones. Selon une source proche de l'établissement scolaire, ces élèves seraient les 11 enlevés le 31 octobre. I was taken from school last night by the Amba Boys. Until this struggle finish. Dans cette région, les séparatistes ont décrété un boycott des établissements scolaires. Ils estiment que le système scolaire francophone marginalise les étudiants de la minorité anglophone du pays. Les attaques de séparatistes armés contre des écoles sont nombreuses depuis le début du conflit, fin 2017.
L'harmattan s'installe au Burkina Faso avec son corollaire de maladies respiratoires. Les quotidiens de ce 7 novembre donnent des précautions à suivre durant cette période avant de s'intéresser également à la situation des femmes appelées aides ménagères. Voici la revue de presse signée Abdoul Rasmane Zongo. L'harmattan est en embuscade et des maladies à l'affût, alerte sinon avertit l'observateur qui explique: un sale temps fait de poussière, vent frais et sec, est en train de s'installer pour plusieurs mois avec un train de pathologies, notamment rhume, toux, grippe, angine, méningite, bronchite, problèmes de peau, et d'où les précautions suivantes, conseille notre confrère. Évitez le froid en se couvrant la nuit et le matin, utilisez un cache-nez, humidifiez les voies respiratoires avec du beurre de qualité, éviter le contact avec la poussière, se faire vacciner. Dans la même veine, un spécialiste de la santé souligne les éditions Le Pays, prodigue des conseils pratiques sur l'utilisation des serviettes hygiéniques, ce matériel de protection utilisé par les femmes en période de menstrues. Avantages et inconvénients, c'est à lire dans la rubrique santé. Autre sujet, les aides ménagères, communément appelées les bonnes, constatent aujourd'hui au Faso, brisent l'omerta et revendiquent leurs droits généralement bafoués. Réunis en association qui a tenu ce week-end un point de presse, raconte le journal, elles revendiquent l'application des textes sur les travailleurs et travailleuses domestiques. Bobo Dioulasso inscrit son nom dans le cercle des villes productrices de ciment. Le premier sac de ciment de la cimenterie Simanso, produit sur place, est tombé hier 6 novembre, se réjouit l'Express du Faso. Terminons par cette histoire pour le moins rocambolesque. Un mort-né se réveille au cimetière, murmure Sidoya. Déclaré pour mort au CHR de Dédougou, le bébé se réveille juste avant son enterrement et aux dernières nouvelles, il a été ramené à sa maman. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information vous revient à 22h30 dans une présentation de Draman Dadia. Merci de votre fidélité à la RTV.